Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Au cœur d'Adjarin, royaume africain moderne niché entre collines et métropoles animées, le palais royal symbolisait le pouvoir, la tradition et l'élégance. Mais entre ces murs majestueux, l'agitation couvait. Le roi Afalabi arpentait son palais, plongé dans ses pensées, le visage marqué par la frustration. Assise à ses côtés, vêtue de sa robe fluide en dentelle bleue, la reine Mareyo exprimait une expression d'inquiétude et de contemplation silencieuse. Leur fils unique et héritier, le prince Teyo, était devenu le sujet de conversation des blogs et forums en ligne, non pas pour ses actions charitables ou ses promesses de leadership, mais pour son style de vie scandaleux. On le voyait souvent dans les soirées de l'élite, entouré de femmes tape à accent grave-l'œil, affichant sa garde-robe de créateur, ses montres de luxe et son entourage. Ce qui perturbait le plus le roi n'était pas l'attention, mais le vide qui se cachait derrière. Teyo avait 30 ans, était intelligent, beau et avait étudié dans les meilleures écoles étrangères. Pourtant, il ne manifestait aucun intérêt pour ses devoirs royaux ni pour une relation sérieuse avec une partenaire digne de ce nom. Chaque fois que le sujet du mariage était abordé, Teyo le repoussait d'un geste de la main, affirmant qu'il n'était pas prêt. Mais le roi savait que son fils n'avait tout simplement pas trouvé la femme idéale. Il désirait plus que la beauté ou la sophistication, il voulait pour adjurant une reine incarnant l'humilité, la compassion et la grâce, des qualités rarement rencontrées chez les mondains qui entouraient le prince. La reine Mareyo partageait les inquiétudes de son mari, même si elle se montrait moins conflictuelle. Elle avait observé les choix de Teyo et les femmes qu'il fréquentait, notant une tendance aux relations superficielles et aux désirs égocentriques. Il a besoin de quelqu'un qui lui rappelle ses racines, dit-elle un soir alors qu'il se promenait dans le jardin royal. Quelqu'un qui le mettra au défi de devenir l'homme dont Adjurant a besoin. Mais comment trouver une telle femme dans un monde obsédé par le statut et les apparences? Le comité royal de mariage avait échoué, et les familles nobles continuaient de proposer des filles avec des prétentions et des prétentions raffinées. Mareyo savait que son fils ne trouverait jamais l'amour véritable si la recherche continuait dans les mêmes cercles. Elle proposa donc une idée radicale, qui fit s'arrêter le roi à mi-chemin et la fixa comme si elle avait perdu la raison. Son plan était simple dans son concept, mais complexe dans son exécution. Elle se déguiserait en mendiante et observerait les femmes à l'extérieur du palais, loin du faste et des façades raffinées de la royauté. Seul celui qui sait faire preuve de bonté envers un étranger a un cœur digne d'une couronne, expliqua-t-elle. Au début, le roi hésita. La reine, aimée et élégante, errant dans les rues en haillons. Cela semblait dangereux et extrême. Mais plus il y réfléchissait, plus cela prenait sens. Aucune femme noble ne ferait preuve de véritable bonté envers un mendiant si cela ne servait pas son image. Mais une femme intègre, quel que soit son statut, le ferait. Ainsi, avec la bénédiction de son mari et l'aide de sa fidèle servante Bizi, la reine Mareyo commença à façonner le personnage qui allait changer à jamais l'avenir du royaume. Le lendemain, la reine Mareyo se réveilla avant le lever du soleil, le cœur battant d'impatience. Sa servante Bizi l'aida à enfiler des vêtements usés qui sentaient la poussière du marché et le vieux charbon. Son visage était noirci par la suie, ses ongles élégants ébréchés et ses bijoux royaux rangés. Elle portait un foulard taché par des années de souffrance imaginaire et s'appuyait lourdement sur une canne en bois empruntée à la salle des accessoires du palais. En se regardant dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la fixait. « Si tes ancêtres te voyaient maintenant, » murmura Bizi avec un rire nerveux, « ils penseraient que tu as été ensorcelé. » Mareyo sourit mais ne dit rien. Cette mission n'était pas une question de vanité ou de tradition, mais d'héritage. Elle devait trouver une femme capable de prendre soin d'un royaume et de façonner son fils pour qu'il devienne l'homme qu'il était destiné à être. Dans un dernier souffle, elle sortit du palais, à l'arrière d'une voiture noire banalisée qui la déposerait à quelques rues du marché principal d'Adjarin. De là, elle ferait le reste du chemin à pied. Le marché était animé en milieu de matinée, marchands ambulants criant les prix, femmes portant des plateaux de fruits en équilibre sur la tête, jeunes hommes accourant avec leur livraison, et l'arôme du maïs grillé se mêlant à celui des plantains frits. Mareyo trouva un coin près d'un passage piéton où la circulation était dense et s'assit sur un tapis usé. Elle posa un bol en fer blanc rouillé devant elle et commença à observer. Les gens passaient. Certains la regardèrent et détournèrent le regard, d'autres serraient plus fort leur sac et accéléraient le pas. Un groupe de jeunes femmes élégantes, vêtues de tenues de créateurs assortis, riaient bruyamment en passant, l'évitant du regard.
L'une d'elles murmura même qu'elle se comportait probablement comme si les mendiants étaient payés pour s'asseoir au soleil. Cela faisait mal, mais Mario supportait tout cela en silence. Jour après jour, elle retournait au même coin, observant le monde d'en bas. Elle y voyait suffisamment d'égoïsme et d'indifférence pour comprendre pourquoi son fils était si désillusionné par l'amour. Mais de temps à autre, une âme charitable laissait tomber une pièce ou murmurait une bénédiction. Cela lui redonnait espoir. À la fin du 4e jour, la reine Mario commença à se demander si ce plan lui apporterait autre chose que des douleurs aux pieds et des coups de soleil. Son corps souffrait à des endroits dont elle avait oublié l'existence, et la sécheresse des rues lui collait à la peau. Busy lui rendait visite en secret chaque soir pour lui apporter à manger et prendre de ses nouvelles, mais la reine insistait pour qu'elle continue jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne. Cette couronne ne servira à rien si Théo épouse la mauvaise femme, murmura-t-elle en comptant les heures passées en silence à observer. Le 5e jour, alors que la chaleur de l'après-midi commençait à s'estomper et que les ombres s'étendaient sur le trottoir poussiéreux, Mario s'apprêtait à plier bagages lorsqu'une silhouette jeune, gracieuse et inconnue s'approcha. La femme se pencha à côté d'elle et déposa délicatement un encas emballé dans le bol en fer blanc. Puis elle parla, doucement, gentiment, comme une fille s'adressant à sa mère. Mario retint son souffle. Elle leva les yeux pour croiser le regard de la fille qui pourrait bien tout changer. Halima n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait beaucoup à offrir, et c'est précisément ce qui rendait son acte de bonté si puissant. Elle portait une jupe en carat délavée et un chemisier uni légèrement taché de craie de couture. Ses sandales étaient usées jusqu'aux talons, et ses mains portaient les petites piqûres d'aiguilles et les brûlures de fil de quelqu'un qui travaillait sans relâche le tissu. « Maman, mange ça », dit-elle doucement en déposant un petit paquet de muamua et un sachet d'eau devant Mario. « Il fait encore chaud. » Mario la regarda dans les yeux et ne vit que de la sincérité, pas de caméra, pas de public, juste une fille au cœur généreux. Elle voulait parler, lui demander son nom tout de suite, mais elle savait qu'elle devait rester dans son personnage. Elle hocha la tête et prit l'offrande d'une main tremblante, murmurant un merci. Halima sourit, ajusta son foulard et s'éloigna. « Que Dieu te bénisse, ma fille, dit la reine d'une voix rauque. Halima se tourna brièvement et répondit, puisse-t-il exaucer tes prières? L'instant s'attarda. Mario passa le reste de la journée à penser à la jeune fille. Le lendemain matin, elle revint tôt, observant depuis le même endroit. En milieu d'après-midi, Halima réapparut, cette fois avec un sac de croûtes de pain et des œufs durs. « Mon patron en avait en trop, dit-elle, accroupie à côté de Mario. Je lui ai dit que c'était pour quelqu'un qui en avait plus besoin. » Mario était stupéfaite. Non seulement cette fille était généreuse, mais elle était aussi prête à partager le peu de grâce qui lui était offerte. Halima ne resta pas longtemps, elle avait toujours quelque chose à faire, mais elle prenait chaque jour du temps pour la mendiante. La semaine suivante, elle apporta de la nourriture, des serviettes hygiéniques de base et même un vieux foulard pour remplacer celui en lambeaux de la reine. Mario remarqua qu'Halima ne cédait jamais pour attirer l'attention. Elle ne se laissait pas impressionner. Elle ne le montrait pas sur les réseaux sociaux. Elle était simplement elle-même, gentille, attentionnée, et totalement inconsciente d'être observée par la royauté. Un soir, après le départ d'Halima, Mario se tourna vers Busy, les larmes aux yeux. « Je crois que je l'ai trouvée, » murmura-t-elle. « Cette fille, elle n'est pas seulement bonne, elle est pure. Même dans ses difficultés, elle a de la place dans son cœur pour les autres. » Mais Mario savait que la gentillesse seule ne suffisait pas. Elle avait besoin d'en savoir plus sur cette Halima, d'où elle venait, comment elle vivait et si elle avait la force de porter le poids d'une couronne sans se laisser consumer par elle. La reine prit sa décision, elle apprendrait tout ce qu'il y avait à savoir sur cette jeune fille avant de l'accueillir au palais. Et si son cœur restait aussi beau malgré la pression, alors peut-être seulement, adjurant aurait-elle enfin une reine digne du peuple. Au cours des jours suivants, la reine Mario décida de tester la profondeur de la bonté d'Halima. Non pas qu'elle doutât d'elle, mais parce qu'elle avait besoin de s'assurer que la compassion de cette jeune fille n'était pas un acte occasionnel. La reine commença par simuler un trébuchement près de la boutique d'Halima. Elle attendit qu'Halima sorte de l'atelier de couture où elle travaillait, puis tituba à proximité et se laissa tomber. Aussitôt, Halima se précipita à ses côtés, la souleva doucement et vérifia si ses bras et ses genoux étaient abîmés. « Maman, tu ne devrais pas marcher seule. Laisse-moi t'emmener jusqu'au banc, dit-elle en soutenant la silhouette déguisée de la reine. Halima lui offrit l'eau fraîche qu'elle s'était achetée et insista pour qu'elle s'assoie à l'ombre. Pas une seule fois elle ne parut agacée ou gênée.
Mareio observait tout cela avec des yeux embrumés, submergé par la chaleur que cet inconnu lui témoignait une fois de plus. Un autre jour, Mareio renversa volontairement un plateau de fruits bon marché près de l'atelier d'Alima. Clients et passants rirent et enjambèrent les oranges qui roulaient, mais Alima s'agenouilla, les ramassa une à une et donna à la reine un petit billet pour en acheter d'autres. « Garde la monnaie, maman, dit-elle en souriant. Ne les laisse pas se moquer de toi. Ils ignorent à quel point la vie peut être dure. » Cette phrase transperça le cœur de la reine. Alima n'était pas seulement gentille. Elle comprenait les difficultés et ne méprisait jamais ceux qui en souffraient. Mareio commença à suivre Alima discrètement, jamais assez près pour être découverte, mais juste assez pour observer ses interactions avec la communauté. Elle la regardait laver le linge de ses frères et sœurs, aider un vieux voisin à aller chercher de l'eau et partager son déjeuner avec un chien errant. Tout ce qu'Alima faisait était fait avec sincérité. Mareio en était convaincue. Elle retourna au palais un soir et retrouva son mari dans le jardin. « C'est elle, dit-elle avec assurance. J'ai testé son esprit, et il est pur. Elle n'est pas gentille, elle est gentille. Même quand personne ne la regarde. » Le roi avait l'air sceptique. « Et comment comptez-vous la faire entrer au palais sans l'effrayer » demanda-t-il. Mareio sourit. « Je vais me déguiser à nouveau, mais cette fois, pas en mendiant. Je deviendrai membre du personnel du palais et je la ferai venir sous couvert d'un contrat de tailleur. Elle croira que c'est un travail, mais en réalité, c'est une invitation à pénétrer dans un monde qu'elle est destinée à gouverner. » Ainsi, la deuxième phase de son plan commença, non seulement pour observer Alima, mais pour la placer près du trône sur lequel elle pourrait un jour s'asseoir. La reine Mareio savait que quelques gestes de gentillesse en public ne suffiraient pas à confirmer la sincérité d'Alima. Elle devait s'immerger dans son monde et découvrir la vie qu'elle menait quand personne ne la regardait. Le lendemain, elle suivit discrètement Alima dans les rues poussiéreuses de Muchin, l'un des quartiers populaires d'Adrien. Le quartier bourdonnait de vie, des enfants jouaient au football pieds nus, des femmes allaient chercher de l'eau au robinet commun et des commerçants interpellaient les clients. Alima marchait d'un pas décidé, saluant de temps à autre des visages familiers et aidant une vieille femme boiteuse à traverser la rue. La reine Mareio suivait à bonne distance, veillant à ne pas être vue. Alors qu'Alima s'engageait dans une ruelle étroite, la reine s'arrêta et la regarda disparaître dans un petit bungalow délabré au toit de zinc rouillé. Rien à voir avec les salles palatiales et raffinées auxquelles la reine était habituée. Mais l'humilité de cette demeure la toucha profondément. À l'intérieur de la maison, l'univers d'Alima était simple mais chaleureux. Elle vivait avec ses deux jeunes frères et sœurs, Kenny, un garçon de 10 ans plein d'entrain qui rêvait de devenir ingénieur, et Zénab, une timide de 8 ans qui adorait dessiner. Ils partageaient tous une seule chambre, dormaient sur un matelas à même le sol et profitaient au maximum de ce qu'ils avaient. Malgré son épuisement professionnel, Alima trouvait toujours le temps de cuisiner pour eux, de les aider à faire leurs devoirs et de veiller à ce que leurs uniformes scolaires soient lavés et repassés pour la semaine. Ces journées commençaient avant l'aube, d'abord à l'atelier de couture où elle travaillait comme apprentie, puis dans un petit kiosque où elle aidait à servir du riz et des haricots à midi. Ces soirées étaient consacrées aux tâches ménagères et aux histoires du soir racontées à ses frères et sœurs. La reine Mareio réussit à mieux comprendre la situation en se liant d'amitié avec une femme du quartier, se faisant passer pour une parente éloignée à la recherche de la future épouse de son fils. La femme parla d'Alima avec enthousiasme. « Cette fille est en or, dit-elle en s'éventant. Même quand elle en a à peine assez, elle partage. Et elle ne se plaint jamais. » Ce soir-là, de retour au palais, Mareio partagea ses découvertes avec le roi. « Elle a traversé plus d'épreuves que la plupart de ces nobles filles, dit-elle doucement. Et pourtant, elle est pleine de grâce. » Le roi resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. « Elle me fait penser à toi, Mareio. Quand je t'ai rencontré pour la première fois au kiosque de ta mère, tu vendais des arachides au soleil, et pourtant tu regardais le monde avec espoir. » Ils sourirent tous les deux à ce souvenir. Mais la mission de la reine était loin d'être terminée. Si elle avait confirmé la force intérieure d'Alima, il lui fallait encore la rapprocher du palais. Elle avait besoin de voir comment Alima se comporterait en présence de la royauté, dans les couloirs du pouvoir. Va-t-elle se rétracter? Va-t-elle changer? La reine élabora soigneusement sa prochaine étape, une invitation déguisée en opportunité. Dans la salle à manger en marbre du palais royal, le prince Théo était assis en face de ses parents, faisant tournoyer sa fourchette autour de son tilapia grillé avec un désintérêt évident. La reine Mareio, de nouveau vêtue de ses habits royaux, l'observait attentivement.
Son visage était beau, mais il exprimait l'arrogance d'un homme trop habitué aux compliments et au réconfort. « Théo, commença le roi d'un ton ferme mais mesuré, tu auras 31 ans dans 3 mois. Il est temps que tu te poses et que tu penses à autre chose qu'aux inaugurations de clubs et au tapis rouge. » Théo leva les yeux au ciel. « Ça recommence, murmura-t-il. Père, je te l'ai dit, je ne suis pas prêt. Et même si c'était le cas, je voudrais choisir ma femme moi-même. Pas dans un piège traditionnel ou une affaire de charité. » La reine dissimula son irritation et prit une profonde inspiration. Elle comprenait son fils mieux que quiconque. Sa confiance était un bouclier, mais derrière elle se cachait un garçon incertain de son destin. « On ne te demande pas en mariage demain, dit-elle doucement. Mais il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Juste une fille. Discutez avec elle. » Théo se laissa aller dans son fauteuil, les bras croisés. « Qu'a-t-elle de si spécial ?» demanda-t-il. « Est-ce une autre fille de ministre? Ou quelqu'un de l'aristocratie ?» La reine sourit faiblement. « Non. Elle est différente. Elle ne vient pas du milieu du palais. Elle est humble, travailleuse et généreuse. Tout ce dont ce royaume a besoin chez une future reine. » Théo ricana. « Alors, une roturière ?» Le roi frappa légèrement la table de sa paume. « Surveillez votre ton. Être royal ne signifie pas mépriser ceux qui travaillent dur pour survivre. » Théo, surpris par la fermeté soudaine de son père, resta silencieux. Ses pensées s'emballaient. L'idée d'épouser une inconnue allait à l'encontre de tout ce qui l'entourait. Ses amis sortaient avec des actrices, des mannequins et des influenceuses. C'était le monde qu'il connaissait. Mais quelque chose dans le regard de sa mère le fit hésiter. Elle n'insistait pas par formalité, elle croyait sincèrement en cette fille. Rien que cela piqua sa curiosité, même s'il ne le montra pas. Plus tard dans la soirée, dans l'intimité de sa suite, Théo se tenait près de la fenêtre donnant sur le jardin du palais. Il consulta son téléphone, regardant les photos glamour de sa dernière apparition à un événement de mode de luxe. Mais aucun d'eux ne lui apportait la paix qu'il espérait. Les paillettes commençaient à lui sembler vides. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit, elle a bon cœur. Tout ce dont ce royaume a besoin. Pour la première fois, il se demandait ce que ce serait de parler à quelqu'un qui se ficherait de son nom de famille. Il n'était pas prêt à l'admettre à voix haute, mais l'idée l'intriguait. Pourtant, son orgueil ne lui permettait pas d'accepter la chose d'emblée. Il avait donc décidé de rencontrer cette fille, par obligation, et non par intérêt. Du moins, c'est ce qu'il se disait. La reine Maréo avait perfectionné son nouveau déguisement, non pas en mendiante cette fois, mais en Madame Grèce, conseillère royale en textile chargée d'habiller le personnel du palais pour le prochain gala de l'indépendance. Elle visita l'atelier de couture d'Alima pendant la semaine et se fit passer pour une riche cliente à la recherche de renforts pour les essayages du palais. Alima, couverte de fils et penchée sur une machine à coudre, leva les yeux à l'appel de son nom. « Vous m'avez été recommandé par quelqu'un en qui j'ai confiance, » dit la reine d'une voix plus chaleureuse et élégante qu'auparavant. « Nous sélectionnons des tailleurs qualifiés pour aider au palais. C'est un travail à court terme, mais bien rémunéré et avec un potentiel de carrière. » Les yeux d'Alima s'écarquillèrent. Elle n'était jamais entrée dans le palais, elle n'avait aperçu ses portes dorées que de loin. L'offre semblait trop belle pour être vraie. Mais avec le loyer dû et les frais de scolarité imminents pour ses frères et sœurs, elle accepta l'offre avec une profonde gratitude. 3 jours plus tard, Alima arriva au palais vêtue d'une tenue d'emprunt, les cheveux soigneusement attachés et un petit sac en bandoulière. On la conduisit par l'entrée de service et on la conduisit à l'aile des tailleurs où d'autres couturières étaient déjà à l'œuvre. La reine Maréo observait de loin, toujours déguisée en Madame Grèce, Alima se fondre dans la foule avec humilité et grâce. Elle ne se vantait pas. Elle ne se plaignait pas. Elle se mit aussitôt au travail. La reine fit en sorte qu'Alima obtienne sa propre chambre modeste dans les quartiers du personnel, sous prétexte qu'elle était en mission spéciale. Alima s'émerveilla des murs du palais, des lustres étincelants et du personnel amical, quoique légèrement curieux. Malgré tout, elle resta concentrée, cousant des ourlets et mesurant des rideaux avec la même diligence qu'elle accordait à ses clients du quartier. Le 2e jour, Alima fut sollicitée pour aider à mesurer la doublure du pavillon royal où se tiendrait le banquet d'indépendance. Alors qu'elle entrait dans le jardin avec un panier de tissus, elle s'arrêta brusquement, le prince Théo se tenait là, debout à l'ombre d'un arbre à fleurs blanches. Il était seul, vêtu d'un pantalon en lin décontracté et d'une chemise légère,
et consultait les informations de son téléphone. Halima ne le reconnut pas au premier abord, mais lorsqu'il leva les yeux et croisa son regard, quelque chose dans son air indiqua clairement qu'il ne s'agissait pas d'un homme ordinaire. Elle s'inclina vivement, marmonna des excuses et tenta de passer. « Attention où tu vas » dit-il froidement en la frôlant. Halima se tourna légèrement, lui adressa un sourire poli et continua son travail. Elle ne semblait pas impressionnée, et pour la première fois depuis longtemps, lui non plus. Le prince Théo resta planté sous l'arbre en fleurs, observant Halima de loin, tandis qu'elle étalait ses tissus avec une aisance experte. Il y avait quelque chose de désarmant chez elle, dans son calme et sa concentration, dans sa façon de lui accorder à peine un regard poli. Il avait l'habitude que les femmes se bousculent pour attirer son attention, rit à ses blagues même les plus banales, flattant son ego jusqu'à ce qu'il s'en lasse. Mais Halima? Elle n'avait offert aucune politesse, aucun intérêt fin, rien que de brèves excuses et un retour déterminé à ses occupations. Il aurait dû être offensé. Au contraire, il était intrigué. Il s'attarda dans le jardin plus longtemps que nécessaire, lui jetant des regards furtifs tout en faisant semblant de répondre à un appel. Elle ne releva plus les yeux. Plus tard dans la soirée, au palais, Halima était assise dans sa chambre, repensant à cette rencontre gênante. Elle avait entendu parler du prince Théo aux informations et par des murmures du personnel du palais. Le prince Playboy. Le bourreau des cœurs. L'héritier qui passait plus de temps en boîte de nuit qu'en politique nationale. Elle ne s'attendait pas à le voir d'aussi près, et certainement pas alors qu'elle jonglait avec un mètre ruban et des stylos. Mais elle n'éprouvait ni nervosité ni vertige. Au contraire, elle le plaignait. Il avait l'air perdu. Seul, même. Elle chassa cette pensée de son esprit et se remit au travail. Elle avait des points à terminer et pas le temps de rêver. Au cours des jours suivants, leurs chemins se croisèrent à plusieurs reprises, parfois par hasard, parfois parce que Théo commençait à trouver des raisons de passer par le rayon couture. Il tentait subtilement d'engager la conversation, posant des questions sur des tissus qui ne l'intéressaient pas auparavant. Halima répondait poliment, mais revenait toujours à son travail. Pour lui, c'était un défi. Pour elle, c'était simple. Elle avait une tâche à accomplir. La reine Moréo, observant tout cela derrière son déguisement, sourit intérieurement. La graine avait été semée. Et si elle avait appris quelque chose du jardin qu'elle entretenait si souvent, c'était que les plus belles choses mettent du temps à fleurir. Au cours des semaines suivantes, Halima continua de travailler au palais, circulant entre les salles de tissu, les salles de banquet et les balcons drapés de lin importé. Elle ne quittait jamais ses fonctions, même si le personnel du palais chuchotait à propos de sa confiance tranquille et de son élégance. La reine Moréo, toujours déguisée en Madame Grèce, surveillait tout de près, en particulier les rencontres fortuites de plus en plus fréquentes entre Halima et le prince. Cela commença par un couloir commun, puis un coup de coude près de la bibliothèque du palais, et bientôt, le prince Théo apparut plus fréquemment près de son espace de travail. Halima ne changea pas de comportement. Elle continua à le traiter avec politesse, sans aucune révérence particulière. Elle était respectueuse mais distante, non par impolitesse, mais parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt de flatter un homme simplement à cause de son titre. Cette réaction inhabituelle laissa Théo à la fois intrigué et légèrement irrité. Habitué à être vénéré, Halima lui témoignait une autre forme d'attention, ancrée dans une force tranquille, et non dans une admiration aveugle. Un après-midi, Théo se tenait près d'une fenêtre donnant sur la cour du palais. De là où il se tenait, il pouvait voir Halima assise auprès d'une servante blessée, lui enveloppant le pied de bandes de tissu blanc. La servante avait glissé dans un couloir fraîchement nettoyé, et tandis que d'autres se précipitaient pour chercher de l'aide, Halima avait été la première à s'agenouiller à ses côtés. Elle n'avait pas hésité et n'avait pas semblé dégoûtée. Au lieu de cela, elle la réconforta comme une sœur, lui parlant doucement, l'aidant même à se relever et l'accompagnant à l'infirmerie. De son poste d'observation caché, Théo sentit quelque chose changer en lui. Il se souvint que sa mère faisait de même, prenant soin du personnel du palais, appelant chacun par son nom, privilégiant l'humanité plutôt que la position sociale. En observant Halima, il vit un reflet de cette même compassion, et cela le rendit humble. Il se demanda comment elle avait pu conserver sa gentillesse malgré les épreuves qu'elle avait dû endurer. Il commença à la considérer non seulement comme une compagne potentielle que sa mère avait insisté pour choisir, mais comme quelqu'un de véritablement différent. Plus tard dans la soirée, Théo se retrouva assis à la table royale, mais toucha à peine à son repas. Les rires des nobles en visite,
le tintement des vers et l'arôme du canard laqué s'estompèrent tandis que son esprit se reportait au jardin et aux mains fermes d'Halima. Il n'avait pas réalisé à quel point il s'était déconnecté des choses simples qui donnaient du sens au leadership. Toute sa vie, il avait été entouré de prestige, d'attentes et de pression, et il avait commencé à les ressentir. Mais Halima, apprentie tailleuse sans sang royal, changeait de perspective sans même essayer. La reine Mareyo remarqua ce changement. Elle le voyait dans la façon dont son fils s'enquérait des employés du palais, prêtait attention aux petits détails et prenait le temps de réfléchir avant de parler. Derrière les murs du palais, quelque chose fleurissait, quelque chose que ni les couronnes ni la richesse ne pouvaient contraindre. Quelque chose de réel. La curiosité du prince Teyo se transforma bientôt en une subtile admiration qu'il ne comprenait pas entièrement. Il trouva de plus en plus d'excuses pour se rendre à l'atelier de couture, sous prétexte d'essayage de garde-robe ou de questions sur les décorations du jour de l'indépendance. Parfois, il observait simplement Halima travailler de loin, les sourcils froncés, articulant parfois les paroles de vieilles chansons diffusées par une radio voisine. Chaque jour, elle l'accueillait avec un sourire affectueux, mais ne prolongeait jamais la conversation au-delà du nécessaire. Son humilité et sa grâce le troublaient au plus haut point. Un matin, Teyo l'aborda alors qu'elle repassait des écharpes de cérémonie. « Tu n'as pas l'air nerveuse en ma présence », dit-il d'un ton désinvolte. Halima ne leva pas les yeux. « Devrais-je l'être » demanda-t-elle. Il rit doucement, incertain de la réaction à adopter. La plupart des femmes auraient saisi l'occasion pour flirter, pour gagner ses faveurs. Mais Halima retourna à sa tâche, impassible. C'est à cet instant qu'il réalisa qu'elle savait déjà qui il était, et qu'elle s'en fichait. Cette vérité la rendait encore plus captivante. La reine Mareyo, désormais certaine que le lien entre eux deux se développait, encouragea leur rapprochement sans trop insister. Elle a demandé au personnel de leur confier des missions communes, livrer des échantillons dans le hall principal, inspecter les rideaux du jardin et examiner ensemble des échantillons de design. À chaque tâche partagée, Halima est restée constante, digne, bienveillante et concentrée. Teyo, cependant, a commencé à faiblir. Il se surprit à rire davantage en sa présence, à se regarder dans le reflet avant d'entrer dans une pièce et à se demander si elle ne le trouvait pas superficiel ou gâté. Il voulait qu'elle le voie comme plus qu'un prince suivi sur Instagram. Alors, il commença à lui poser de vraies questions sur sa vie, ses frères et sœurs, ses rêves. Halima répondit, d'abord sur ses gardes, mais s'ouvrant peu à peu à sa curiosité. Elle parla de l'absence de ses parents, de la couture comme moyen d'échapper au poids de la survie, et de son espoir de posséder un jour sa propre boutique et de parrainer des jeunes filles orphelines pour qu'elles apprennent ce métier. Ces mots le transpercèrent profondément. Elle n'était pas seulement gentille, elle était aussi ambitieuse. Et altruiste. Mais tout le monde au palais n'était pas ravi de ce qui se passait. Des murmures commencèrent à circuler à la cour. Dame Saad, une noble redoutable avide de pouvoir, observait la scène avec un dédain grandissant. Sa fille, Adizwa, était depuis longtemps considérée comme une prétendante au prince. Belle, raffinée et rompue à l'étiquette royale, Adizwa s'était préparée pendant des années au rôle de princesse héritière. Voir Teyo s'attacher à une couturière lui semblait une insulte à tout ce qu'elle avait préparé pour sa fille. Lors d'un déjeuner privé avec d'autres familles nobles, Dame Saad expliqua clairement sa position. Si le prince s'obstine à poursuivre une roturière, dit-elle avec un sourire narquois, il faut lui rappeler ce qu'il risque de perdre. Ce fut la première d'une longue série de graines de discorde semées dans un élégant silence. Et au sein du palais, le vent de la jalousie commença à souffler. La tension monta au palais lorsque la nouvelle du rapprochement croissant du prince Teyo avec Halima se répandit comme une traînée de poudre. Le personnel murmurait à huis clos, les nobles haussaient les sourcils et se taisaient dans les coins, et les conseillers royaux, ces hommes d'âge mûr en ikbata flottants qui se prenaient souvent pour les gardiens de la tradition, exprimèrent leur inquiétude au roi. « Votre Majesté », déclara l'un d'eux d'un ton sévère lors d'une réunion du conseil, « il est admirable que la reine recherche l'humilité chez sa future belle-fille, mais épouser un tailleur est une dérogation à des siècles de tradition. » Le roi, calme mais sévère, répondit, « Il est peut-être temps de réécrire le précédent. » Pourtant, la pression montait. Des invitations furent envoyées aux familles prestigieuses, et Adizwa, forte de l'ambition de sa mère, retourna au palais pour se porter volontaire pour l'organisation du gala, se plaçant ainsi directement dans l'orbite du prince. La reine Mareyo observait l'agitation naissante, mais restait imperturbable. Elle croyait en Halima et, plus important encore, en ce qu'Halima avait révélé chez son fils. Teyo, quant à lui, était de plus en plus confus.
La présence d'Adizwa évoquait des souvenirs de bals passés, d'apparitions publiques et d'attentes politiques. Elle était belle, posée et intelligente, mais il lui manquait la sincérité qui lui semblait désormais si essentielle. Elle louait tout ce qu'il disait, riait un peu trop fort à ses blagues et battait des cils avec une grâce experte. Comparé à la profondeur tranquille d'Halima, Adizwa lui semblait une performance. Pourtant, le palais était devenu un champ de bataille d'impression, et Théo se retrouvait coincé entre devoir et désir. Ses sentiments pour Halima s'étaient transformés en un instinct protecteur, et pourtant il ne lui avait pas avoué ses sentiments. Pas encore. Un jour, Théo aperçut Halima assise seule sous un figuier royal, esquissant de nouveaux modèles de robes dans son carnet. Il s'approcha d'elle et s'assit tranquillement à côté d'elle. « Tu aimes cet endroit ?» demanda-t-il. Elle marqua une pause avant de répondre, « C'est beau, mais je ne me sens pas à ma place. » Ces mots le frappèrent. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle le regarda alors, droit dans les yeux. « Parce que j'ai vu comment fonctionne ton monde. Les gens comme moi ne sont invités que lorsque cela les arrange. » Théo voulut protester, mais il savait qu'elle avait raison. Avant qu'il puisse répondre, Adizwa apparut, interrompant leur moment avec un sourire répété et un plateau de rafraîchissement. Halima se leva, hocha poliment la tête et quitta le jardin. Théo la regarda partir, lourd de douleur, conscient que son silence, son incapacité à défendre sa place, créait une distance entre eux. Et pour la première fois, il craignait davantage de la perdre que de décevoir sa lignée. La semaine suivante, le palais bourdonnait d'impatience pour les préparatifs du gala de l'indépendance. Adizwa, jouant parfaitement son rôle, charma tout le monde, des chefs aux gardes, par son élégance. Pendant ce temps, Halima restait discrète, travaillant sans relâche pour terminer la robe qui lui avait été attribuée. Mais sous la surface de la soie et des coupes de champagne, un plan sinistre se tramait. Dame Saad avait demandé à l'un des gardes fidèles à sa famille de glisser une broche d'émeraude disparue dans la boîte à couture d'Halima. La broche appartenait au caveau royal et devait faire partie d'un collier de cérémonie pour le gala. Lorsqu'elle disparut mystérieusement, la panique s'empara d'elle. Des recherches précipitées furent entreprises et, peu après, le garde fit une découverte spectaculaire, il avait trouvé la broche en possession d'Halima. La reine Méréo, toujours infiltrée dans l'aile du personnel, se dirigeait vers la chambre d'Halima lorsqu'elle entendit des cris. Elle se précipita à l'intérieur et trouva Halima figée, entourée de gardes et de courtisans. Dame Saad, feignant le chagrin, murmura, « Comment as-tu pu trahir la confiance du palais ?» Puis, avec une fureur calculée, Adizwa s'avança et gifla violemment Halima. Des halètements résonnèrent dans le couloir. Les yeux d'Halima s'emplirent d'incrédulité, non pas de douleur mais d'humiliation. Au moment où un autre garde s'apprêtait à la menotter, le prince Théo arriva. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. En entendant l'accusation et en voyant la marque rouge sur la joue d'Halima, quelque chose se brisa en lui. « Personne ne la touche » aboya-t-il en s'interposant entre elle et les autres. « Vous ne la toucherez pas tant qu'une enquête sérieuse n'aura pas été menée. » Avec l'approbation du roi, Théo ordonna aux gardes du palais d'arrêter le garde qui avait caché la broche, prétextant qu'il avait trouvé la preuve bien trop opportune. La reine Méréo, révélant sa véritable identité au chef de cabinet, commença à visionner les images et ordonna une enquête privée. En quelques heures, la vérité commença à éclater. Le garde passa aux aveux sous la pression, impliquant Dame Saad et sa fille. Alors que la reine s'avançait dans sa tenue royale, tout le personnel se tut. « J'ai vu cette fille donner son dernier morceau de pain à quelqu'un qu'elle prenait pour un mendiant, » dit-elle d'une voix forte et assurée. « Et vous osez tous l'accuser sans preuve. » Halima resta sous le choc, réalisant que la femme qu'elle avait aidée des mois plus tôt n'était autre que la reine elle-même. Théo prit la main d'Halima et l'entraîna hors de la salle. Le palais l'avait peut-être humilié, mais il arrangerait les choses, même si cela signifiait réduire en cendres le règlement royal. Le palais était encore sous le coup du drame de l'accusation d'Halima lorsque la reine Méréo décida enfin qu'il était temps de mettre fin à la mascarade. Elle entra à la cour royale cet après-midi-là, non pas en Madame Grèce, ni en mendiante, mais dans sa tenue royale, la tête haute, parée d'un bleu roi profond, une cape de velours traînant derrière elle. Sa présence imposait le silence. Les murmures se transformèrent en un silence stupéfait lorsque le personnel et les nobles comprirent que la mystérieuse femme textile était en réalité la reine d'Adjuran. Halima exprimait une incrédulité absolue, le souffle coupé, figé au milieu de la foule. La reine Méréo s'avança droit vers elle, sa voix résonnant dans le hall de marbre. « Tu m'as donné à manger alors que tu n'avais pas grand-chose à manger.
Tu m'as offert de l'eau alors que personne ne voulait s'arrêter. Tu as fait preuve de gentillesse envers une inconnue qui semblait démunie. Cet inconnu, c'était moi. » Ces paroles ont suscité des halètements. La cour royale, composée d'aristocrates et de personnalités gouvernementales, observait Halima et la reine avec stupeur. Même le prince Théo resta bouche bée, son regard passant de sa mère à Halima avec un mélange de fierté et d'admiration. La reine poursuivit son discours en se tournant vers le roi, entré discrètement quelques instants plus tôt. « C'est la femme que j'ai choisie. Non pas à cause de sa lignée, mais à cause de son cœur. » Le roi acquiesça d'un signe de tête. « Et maintenant que les mensonges ont été dévoilés, que la vérité soit connue. » C'est alors que l'enquêteur du palais présenta ses conclusions, confirmant les preuves fabriquées et les aveux du garde sous la pression. Dame Saad et sa fille furent convoqués et déchus de leurs privilèges. Leur humiliation fut publique et brutale, mais la reine veilla à ce qu'elle soit digne. « Nous ne détruisons pas les gens, a-t-elle déclaré. Mais nous ne récompenserons pas le déshonneur. » Halima fut escortée jusqu'à ses appartements pour se reposer, essayant encore de digérer ce qui s'était passé. La reine lui rendit visite en privé plus tard dans la soirée, lui apportant un repas chaud et s'asseyant à côté d'elle sur le lit comme une vieille amie. « Pourquoi moi ?» demanda Halima d'une petite voix. « Pourquoi se donner tant de mal pour trouver quelqu'un comme moi ?» La reine Mireille sourit doucement. Car une reine ne se définit pas par ses robes ou ses titres. Elle se définit par la façon dont elle traite les autres quand personne ne la regarde. Et tu as réussi ce test bien avant que je t'amène ici. Les yeux d'Halima se remplirent de larmes, bouleversée par la réalité qui s'offrait à elle. Elle n'avait jamais rêvé de palais ni de couronne, sa vie avait été centrée sur la survie et le service. Et maintenant, quelqu'un avait perçu en elle une valeur qu'elle-même n'avait pas osé percevoir. Le lendemain matin, la famille royale se réunit dans la grande salle de réception, où une audience officielle avait été organisée. Vêtue d'une douce robe pêche choisie par la reine, Halima se tenait aux côtés du prince Théo, incertaine de ce qui l'attendait. Le roi se tenait au centre de la salle et s'adressait à la cour. « Nous avons tous été témoins de ce qu'est le caractère, » a-t-il déclaré. « Et aujourd'hui, nous lui rendons hommage. » Il se tourna vers Halima et lui offrit un sourire chaleureux avant de s'adresser à l'assemblée. « Je propose des fiançailles royales entre mon fils, le prince Théo, et Halima Omadola, dont l'intégrité et la compassion ont fait honneur à ce palais. » La salle éclata en applaudissements, à l'exception de quelques nobles guindés assis au fond. Tous les regards se tournèrent vers Halima, s'attendant à de la joie, peut-être même à des larmes de gratitude. Mais la suite laissa tout le monde stupéfait. Les mains jointes, calmement, devant elle, Halima s'avança. Sa voix était posée mais respectueuse. « Votre Majesté, Votre Altesse, je vous suis reconnaissante pour tout. Mais je ne peux accepter cette proposition, du moins pas maintenant. » Un silence s'abattit sur la pièce. Le roi haussa les sourcils de surprise, tandis que la reine Mireia la regardait avec une curiosité douce et entendue. « Puis-je vous demander pourquoi, ma chère ?» demanda le roi. Halima se tourna légèrement vers le prince Théo. « Parce que je ne veux pas être choisie par gratitude ou par devoir royal. Je ne veux pas devenir reine simplement parce que j'ai été gentille ou parce que j'ai survécu à l'injustice. Je veux être aimée pour ce que je suis, pas couronnée pour faire valoir un point. » Ces mots ont frappé Théo comme une vague. Elle ne le rejetait pas, elle se protégeait. Sa dignité. Son indépendance. C'était la chose la plus royale qu'elle pouvait faire. Le prince Théo prit une profonde inspiration, submergé par une vague d'admiration. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui avait dit non, non par défi, mais par respect pour lui-même. Cela le rendit profondément humble. Après la fin de l'audience, il la rejoignit dans le jardin du palais. « Je comprends, » dit-il doucement. « Et tu as raison. Je veux être meilleur, pour moi, pas seulement pour toi. » Halima le regarda avec douceur. « Alors deviens l'homme dont ton peuple a besoin. Et si, avec le temps, tu me désires encore à tes côtés, nous nous retrouverons, sur un pied d'égalité. » Elle s'éloigna silencieusement, le pas léger, la tête haute. Derrière elle, le prince se tenait immobile, la regardant partir, non comme un bien perdu, mais comme un avenir qui valait la peine d'être défendu. Dans les jours qui suivirent le départ d'Halima, le prince Théo connut une transformation qui surprit tout le monde, surtout ses proches. Les vêtements tapas à accent graveleuil et les montres en diamant disparurent, remplacés par de simples cafetans et des manches retroussées. Il commença à assister aux réunions du conseil local,
non pas par formalité, mais pour écouter, vraiment écouter, les problèmes de la population. Il visitait les communautés rurales, s'asseyait avec les aînés sous les manguiers et demandait aux mères ce dont leurs enfants avaient besoin pour s'épanouir. Les Khmers ne le suivaient plus sur invitation, il leur demandait plutôt de rester à distance. Son image de prince playboy s'est peu à peu transformée en défenseur du peuple, non pas parce qu'il avait quelque chose à prouver à Halima, mais parce que quelque chose en lui avait véritablement changé. Son rejet l'avait poussé à réfléchir. Sa dignité avait révélé son manque de détermination. Et pour une fois, il voulait mériter plus qu'une simple couronne. La reine observa ce changement avec une fierté discrète. Elle avait toujours su que son fils avait une profondeur profonde, mais il avait fallu la bonne femme et la bonne leçon pour la faire ressortir. Il grandit, dit-elle au roi tandis qu'il le regardait partir pour un autre programme de sensibilisation communautaire. Il commence à comprendre que diriger ne consiste pas à être servi, mais à servir. Le roi acquiesça d'un signe de tête. Parfois, un cœur brisé est le début d'une vie bien remplie. Pourtant, le cœur de la reine Mareyo aspirait à revoir Halima. Elle savait que si Teyo évoluait pour le mieux, leur histoire restait inachevée. Il ne lui suffisait pas de grandir, il lui fallait le courage de s'ouvrir et de revenir à elle, non pas en tant que membre de la famille royale, mais en tant qu'homme amoureux. De retour à Muchin, Halima reprit sa vie avec une résilience tranquille. Elle rouvrit son atelier de couture, aida Zénab à s'inscrire dans une meilleure école et finit par acquérir une deuxième machine à coudre pour développer son activité. Ses voisins l'accueillirent avec admiration et se souvinrent de son séjour au palais. Bien qu'elle fût restée humble, une nouvelle assurance se dégageait de sa démarche, celle d'une femme qui avait traversé des couloirs dorés et retrouvé ses racines, inébranlables. Et pourtant, la nuit, lorsque le monde se taisait, ses pensées remontaient au jardin du palais, au regard que Teyo lui avait porté, non pas avec un sentiment de droit, mais avec une certaine vulnérabilité. Il lui manquait, mais elle ne regrettait pas sa décision. S'il revenait vers elle, elle voulait que ce soit sur un pied d'égalité. Rien de moins. Par un chaud samedi matin, le marché du centre d'Adjurant était plus animé que jamais. Les marchands criaient entre eux, les enfants couraient après les poulets entre les étals, et l'odeur des plantains rôtis se mêlait aux épices. Au milieu de ce chaos se tenait la reine Mareyo, cette fois non pas déguisée, ni en mendiante, mais dans sa robe royale, escortée d'un modeste détachement de sécurité. Sa présence faisait tourner les têtes et étouffait les voix. Mais elle n'était pas là pour le spectacle. Elle était venue voir Halima. Elle l'avait trouvée au coin du marché où elle avait autrefois mendié, vêtue de vêtements en lambeaux. Halima aidait une jeune fille à refermer un pagne déchiré, le visage rayonnant de douceur et de chaleur. Lorsqu'elle se retourna et aperçut la reine, son expression passa de la surprise à l'admiration. La reine lui tendit les bras, et Halima s'y jeta sans hésiter. Ils étaient assis ensemble dans un coin ombragé d'une boutique voisine, sirotant des boissons maltais fraîches et riant doucement. La reine n'était pas venue avec des exigences ni des attentes. Elle était venue en mère à qui sa belle-fille manquait en esprit, même si elle n'avait pas encore de droit. « Je voulais voir comment vous alliez, dit Mareyo. Halima sourit. « Je vais bien, votre majesté. » La reine tendit la main et la prit. « Tu peux m'appeler maman maintenant. » Elles rirent toutes les deux. Puis leur conversation s'approfondit. Halima avoua qu'elle pensait encore à Teyo, mais qu'elle avait peur de l'impact que la vie au palais pourrait avoir sur son identité. « Je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre juste pour m'intégrer à la royauté, dit-elle. La reine hocha la tête. « Alors, ne le fais pas. Tu écriras ta propre histoire. Si jamais tu retournes dans ce palais, ce sera toi-même, et non pas celui que nous avons façonné. » Au moment de se séparer, la reine Mareyo remit à Halima une lettre manuscrite. « De la part de Teyo, disait-elle. Il voulait venir lui-même, mais je lui ai dit que cette visite était réservée aux femmes. » Ce soir-là, Halima était assise dans sa petite chambre, le cœur battant en ouvrant l'enveloppe. La lettre à l'intérieur n'avait rien de grandiose ni de poétique. C'était simple, sincère et brut. Teyo racontait son évolution, son parcours et comment sa rencontre avait redéfini la notion d'homme. Il concluait par une question, « Si je revenais à toi, non pas en prince, mais en l'homme que tu as fait de moi, me laisserais-tu essayer ?» Halima plia soigneusement la lettre, la pressant contre sa poitrine. L'histoire n'était pas terminée. Mais maintenant, elle était enfin entre ses mains. La cour dorée du centre civique Adrian résonnait de murmures et de flashs d'appareils photo tandis que le prince Teyo se tenait devant un rassemblement de dirigeants locaux, de commerçantes,
d'étudiants et de médias. C'était un événement unique en son genre, qu'il avait personnellement organisé. Avec le soutien du palais et de certains des conseillers de confiance de la reine, Théo avait lancé une initiative à impact social axée sur l'autonomisation des jeunes et des petites entreprises des quartiers défavorisés. Mais le rassemblement d'aujourd'hui n'était pas seulement une œuvre caritative ou une célébration nationale, il s'agissait d'une initiative personnelle. Lorsqu'il monta sur le podium, vêtu d'une simple ikbata sans broderie royale, il n'affichait aucune supériorité. Juste un homme qui cherchait à réparer ses torts. Il y a des mois, commença-t-il d'une voix posée mais émue, je me tenais devant une fille qui m'a montré ce que signifiait l'humilité, l'altruisme et le courage. Elle m'a offert sa gentillesse sans savoir qui j'étais. Et moi j'ai échoué à la protéger quand elle en avait le plus besoin. La foule se tut tandis que des murmures de reconnaissance se répandaient. On savait de qui il parlait. Halima, qui avait autrefois nourri une inconnue sans savoir qu'elle était reine, se tenait silencieusement au fond de la foule, cachée sous un foulard. Elle n'avait pas prévu de venir, mais la reine Mareyo lui avait demandé d'assister au moins à la scène. Et maintenant, alors qu'elle entendait Théo reconnaître publiquement ses échecs, son cœur se gonfla d'un mélange de fierté et d'incrédulité. Ce royaume n'a pas besoin d'un prince parfait, poursuivit Théo. Il lui faut un prince humain, quelqu'un qui écoute, qui apprend et qui dirige avec compassion. Et si elle m'écoute aujourd'hui, je veux qu'elle sache qu'elle a changé ma vie. Les applaudissements ont été nourris. Les larmes ont rempli les yeux d'Halima, mais elle n'a pas fait un pas en avant. Pas encore. Elle s'éloigna discrètement, se fondant dans la foule, ses lettres toujours dans son sac, le cœur toujours partagé entre l'amour et la peur. Plus tard dans la soirée, elle s'assit seule dans sa chambre, repensant à ses paroles. C'était la première fois qu'elle le voyait non pas comme un prince, mais comme l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il devienne. Pendant ce temps, Théo restait au centre bien après la disparition des caméras, discutant avec les vendeurs ambulants et les écoliers. Il ne cherchait plus à attirer l'attention. Il cherchait un but. Et même si Halima ne revenait pas, il continuerait, car devenir un homme meilleur ne consistait pas à la conquérir. Il s'agissait d'honorer le changement qu'elle avait suscité en lui. 2 semaines plus tard, une lettre discrète arrivait au palais. Sans sceau royal. Sans fioriture. Juste un mot manuscrit, écrit avec soin par Halima. Je suis prêt à te voir, non pas comme un tailleur ou un roturier, mais comme moi-même. Théo se précipita vers sa mère avec le mot, incapable de contenir sa joie. La reine Méréo s'est régalée, tout en conservant son sang-froid royal. Alors, invite-la, dit-elle, non pas au palais, mais dans ton monde, à tes conditions. Ce week-end-là, Théo invita Halima à un brunch royal, non pas dans la traditionnelle salle royale, mais dans le jardin du palais, entouré du personnel, des bénévoles et des enfants du centre communautaire qu'ils avaient tous deux soutenus. Elle arriva vêtue d'une robe simple mais élégante qu'elle avait confectionnée elle-même, les cheveux tressés en une couronne royale, le regard empreint de confiance et de calme. Lorsqu'elle franchit le portail du jardin, toute la foule se leva. Théo s'approcha d'elle, cette fois sans hésitation. « Merci d'être venu, dit-il. Je ne savais pas si tu viendrais. » Halima sourit. « Je ne le savais pas non plus. Mais je suis content de l'avoir su. » Ils étaient assis ensemble, non pas comme prince et tailleur, ni comme roi et roturier, mais comme deux êtres qui avaient traversé le feu et trouvé la force de l'autre côté. Tandis que le brunch se poursuivait, les nobles chuchotaient, les journalistes gribouillaient et les photos étaient prises. Lorsque la reine annonça officiellement qu'Halima courtisait désormais le prince, les gros titres fusèrent dans tout adjurant. Certains nobles élevèrent des objections, invoquant la tradition et la lignée, mais la reine Mireio les fit taire d'une simple déclaration, la force d'une reine ne réside pas dans sa naissance, mais dans son caractère. Et en cela, Halima surpasse bien des personnes nées avec une couronne. Les jours suivants, Halima emménagea au palais, non pas dans l'aile des invités, mais dans une suite réservée aux futurs membres de la famille royale. Sa présence était gracieuse et transformatrice. Le personnel admirait son humilité. Les enfants des foyers caritatifs qu'elle soutenait lui envoyaient des lettres de remerciement. Et le prince Théo, pour la première fois de sa vie, éprouva un profond sentiment de plénitude. Il ne l'exhibait pas comme un trophée, il marchait à ses côtés comme un partenaire. La reine l'observait souvent de loin, la fierté au ventre. Son pari, se déguiser, braver la chaleur et la poussière de la rue, avait été payant. Elle n'avait pas seulement trouvé une belle fille. Elle avait trouvé une femme capable de façonner l'avenir d'un royaume.
Adjurant n'avait jamais vu un mariage pareil. De la place du marché au palais royal, les rues étaient décorées de pourpre et d'or, et des pétales de fleurs parsemaient les artères principales. Des invitations avaient été envoyées à des dignitaires étrangers, des anciens de tribus, des chefs communautaires et, bien sûr, même à des marchandes locales qui connaissaient le parcours d'Halima, de son atelier de couture au palais. La reine a insisté pour que ce mariage reflète à la fois la grandeur de la monarchie et l'humilité de la mariée. Elle appartient au peuple, dit-elle. Alors, que le peuple se réjouisse avec elle. Le matin de la cérémonie, Halima était assise dans sa chambre, entourée des femmes qui l'avaient autrefois encadrée. Sa robe, en soie d'adjura tissée à la main, brillait de simplicité et d'élégance. Elle se regarda dans le miroir et ne vit pas une étrangère, mais la femme qu'elle s'était battue pour devenir. Théo, quant à lui, arpentait nerveusement sa loge. Vêtu d'une agbata bleu marine profond ornée de broderies dorées et de perles de corail, il paraissait majestueux et à l'aise, mais intérieurement, son cœur battait la chamade. Alors que la musique commençait à retentir et que les portes du palais s'ouvraient, il se retourna et vit Halima descendre l'allée, accompagnée de la reine Mareyo d'un côté et de Zénab de l'autre. C'était la royauté et la famille, côte à côte, symbolique. Alors qu'elles se rapprochaient, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune peur. Aucun doute. Juste de l'amour. Le prêtre a béni l'union, les alliances ont été échangées et, lorsqu'ils se sont embrassés, la foule a éclaté en acclamations. Danseurs traditionnels, joueurs de tambours et musiciens ont envahi le parc. Ce n'était pas seulement une célébration royale, c'était une célébration nationale. Les portes du palais restèrent ouvertes des heures durant, permettant au public d'assister à la cérémonie grâce à de grands écrans de projection installés dans les centres-villes. Pour la première fois depuis des décennies, un mariage réunissait toutes les classes sociales, toutes les tribus et tous les âges. La reine porta un toast lors du banquet du soir, la voix chargée d'émotion. Il y a quelques mois, j'étais assise au bord de la route, attendant un signe de bonté. J'y ai trouvé plus qu'une épouse pour mon fils, l'espoir pour Adjurant. Les invités se levèrent et applaudirent. Et quelque part au milieu de la foule, Dame Saad observait en silence, sa fille depuis longtemps oubliée dans le tourbillon des jeux de pouvoir. La véritable reine était arrivée, et elle l'avait fait par la grâce, non par la force. Les mois qui suivirent le mariage apportèrent une vague de renouveau à Adjurant. La princesse Halima, désormais officiellement couronnée et assise aux côtés du prince Tayo lors des cérémonies publiques, assuma son nouveau rôle avec une force tranquille et une détermination claire. Elle lança des initiatives en faveur des tailleurs et des artisans, instaura des programmes de bourse pour les jeunes filles des quartiers défavorisés et s'associa à la reine Mireya pour des campagnes de santé maternelle. Le palais, autrefois considéré comme un symbole de distance et de privilège, est devenu un centre d'inclusion. Chaque semaine, Halima invitait des femmes de différentes communautés à partager leurs besoins et leurs visions. Elle ne se contentait pas d'écouter, elle agissait. Le peuple l'appelait Rio Adjurant, la joie d'Adjurant. Son nom devint un symbole d'espoir, son histoire rappelant que la valeur ne réside pas dans le statut, mais dans le service. Le prince Tayo, lui aussi, avait grandi dans son rôle. Avec Halima à ses côtés, il est devenu plus pragmatique, empathique et audacieux dans ses réformes. Ensemble, ils ont visité des villages ruraux et apporté la lumière, au sens propre comme au figuré, grâce à l'énergie solaire, au forage et à la sensibilisation. Le lien du couple royal ne reposait pas sur le spectacle, mais sur la substance. Ils se sont soutenus non seulement par amour, mais aussi par devoir. Et le peuple a répondu présent. Leurs côtes de popularité ont grimpé en flèche. Les tensions tribales s'apaisèrent. Les dirigeants étrangers remarquèrent le modèle de leadership d'Adjurant, ancré dans la compassion et l'authenticité. La reine Mareyo observait souvent la scène depuis le balcon du palais, le cœur rempli. Elle avait risqué sa dignité pour trouver une belle fille. Ce qu'elle avait trouvé, c'était le battement de cœur d'un royaume renaissant. Par une soirée tranquille, la reine Mareyo était assise aux côtés du roi dans leur jardin privé. Le clair de lune baignait le palais d'argent, et les rires d'une fête pour enfants toute proche résonnaient faiblement au loin. Le roi se tourna vers elle et lui prit la main. « Tu avais raison, dit-il doucement. Nous n'avons pas seulement trouvé une épouse pour notre fils. Nous avons trouvé l'âme d'Adjurant. » Mareyo sourit. Parfois, pour découvrir ce qui est véritablement royal, il faut s'asseoir par terre et lever les yeux. Et là, sous les étoiles, baigné par la chaleur renouvelée d'un royaume, l'héritage d'une reine autrefois déguisée en mendiante a retrouvé sa forme originelle.
Pas par le pouvoir. Non pas par la pression. Mais par la patience, l'humilité et la conviction inébranlable que la véritable royauté naît dans le cœur. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.